Il s'installe, c'est un confrère qui va animer aujourd'hui donc avec moi cette rubrique intitulée Instant politique, le regard du journaliste, le regard du spécialiste des questions de droits de l'homme et de la démocratie sur l'actualité politique de notre pays. Anselme Pascal Agaoundé, bonjour. Bonjour, chers confrères, et bonjour à les téléspectateurs. Vous allez bien, ça va mieux? Pour le mieux, ça va. Allez, ça ira, j'en sais quelque chose. Ah oui. Allez, vous êtes rédacteur en chef adjoint, en charge du web au niveau du quotidien du service public La Nation. En effet. Bienvenue. Merci. Quel regard, Anselme Pascal Agaoundé, portez-vous sur la dernière session parlementaire dans notre pays? Déjà, c'est une session ordinaire. On sait qu'en octobre, à partir de la deuxième quinzaine du mois, on s'attend déjà à l'ouverture de la deuxième session qui est dite qui est encore appelée session budgétaire. Et c'est le moment, en fait, d'étudier le projet de loi de finances qui a été envoyé par le gouvernement et le moment de commencer les négociations parlementaires par rapport à ce budget-là. Mais de façon spéciale, on a également eu droit à l'ouverture de cette session à l'initiation quand même par les deux députés qui sont présidents des groupes parlementaires du BR et de l'UPR. Ce sont donc les groupes parlementaires de la mouvance qui ont déposé un projet de révision constitutionnelle. Alors ça revient encore une fois. On sait que les Béninois, dès qu'ils entendent révision constitutionnelle, ils ont le tournis, ils ont tous les mots du monde. Parce que à l'entendement commun, c'est que lorsqu'on fait une révision constitutionnelle, c'est qu'on veut forcément s'attarder au pouvoir ou déséquilibrer un peu les institutions de la République. Peut-être c'est de bonne guerre, peut-être, parce que lorsqu'on parle de la loi fondamentale, on ne s'entend pas souvent à ce que ce soit révisé. Et c'est normal que l'on s'inquiète un peu. Et l'inquiétude n'a pas raté, puisque là, on parle de création de nouvel organe institutionnel. Justement, vous faites bien d'aborder ce sujet, qui est d'ailleurs inscrit à l'ordre du jour pour parler comme au Parlement. Anselme Pascal Agaoundé, c'est vrai que nous sommes dans une période assez critique, parce que là, on s'en va vers les élections. Abordons alors le sujet directement. Oui. Qu'est-ce qui paraît urgent pour que l'on procède à une révision constitutionnelle, là maintenant? Voilà, je me pose évidemment la même question. Et j'en arrive à la conclusion que c'est peut-être une initiation de projet pour anticiper sur la prochaine mandature. Certainement. C'est ce que je finis par me dire, parce qu'il n'y a pas urgence en la matière. Et quand on voit un peu ce qui est proposé et qui semble être tombé du ciel, parce qu'il n'y a pas eu de débat. Vous savez, quand on parle par exemple de la première révision constitutionnelle, il y avait eu des débats en amont. On parlait de la création de la Cour des comptes. Et tout le monde pouvait s'accorder sur la nécessité de faire cette révision-là, afin, d'une façon ou d'une autre, d'insérer certaines choses. On parlait également de l'abolition de la peine de la mort. On pouvait comprendre quand même l'opportunité, la pertinence de cette révision constitutionnelle. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de création du Sénat, de traits politiques, de nouvelles notions que le Bénin crée dans ça. Et surtout que cette révision soit introduite le jour même de l'ouverture de la session. Ah ben oui, c'est pourquoi je dis, il y a justement de quoi se pose la question de sa pertinence. Et une fois encore revient le débat de la rationalisation de nos institutions. Parce que par les temps qui courent au Bénin, on se demande si c'est ce qu'il y a de plus opportun à faire. Lorsque on sait qu'il y a déjà, d'une façon ou d'une autre, une petite crise politique latente, et que l'on sait également que les populations, d'une façon ou d'une autre, sont un peu, je dirais, rébarbatifs quand il s'agit, quand il s'agit de la révision de la Constitution. Est-ce qu'au moment où on parle, où nous sommes en pleine période, je dirais, pas électorale, mais préélectorale, est-ce que c'est le moment le plus idoine pour parler d'un projet de révision de Constitution et de la création du Sénat, dont les attributions... Ah ben ouais, il faut en parler également. Bien sûr qu'on va en parler. Ah ben oui. C'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent pour exprimer leur inquiétude. Pourquoi est-ce que le gouvernement de Patrice Talon attend 10 ans après 10 ans de gestion, d'introduire, bon, ce n'est pas le gouvernement qui a introduit, mais ce sont les partis soutenant le gouvernement qui ont introduit une telle révision qui crée, selon les dires des initiateurs, une nouvelle institution dans le bloc institutionnel de notre pays. Quand, pendant 10 ans, le président lui-même, il a dit, mais attendez, il faut rationaliser les moyens de l'État pour
pour faire preuve d'efficience et d'efficacité. D'où vient alors cette initiative? Qu'est-ce qui pourrait justifier la création d'un tel organe? Alors, nous savons ce que les initiateurs en disent, parce qu'ils parlent de la stabilité institutionnelle, ils parlent de la garantie de pouvoir poursuivre l'œuvre qui a commencé. En fait, l'on arrive à la conclusion que ces nouveaux organes institutionnels veulent maintenir, renforcer les acquis du développement, les acquis de ces 10 années qui viennent de passer, puisque c'est à la lettre ce que disent les initiateurs. Il s'agit de préserver les acquis du développement. Il s'agit d'une façon ou d'une autre d'arbitrer les oppositions entre partis politiques qui se retrouvent peut-être à l'Assemblée nationale, parce que très souvent, il y a de ces questions-là qui divisent. Alors, on se référera désormais au Sénat qui va trancher d'une façon ou d'une autre. On est en train de mettre en place un organe qui, même si on a vu, on voit cet organe dans d'autres pays, mais ce n'est pas forcément la même forme. Mais c'est un organe ici qui sera d'une façon ou d'une autre un peu plus puissant que la Chambre basse, qui est quand même la Chambre des représentants. Et il me plaît de faire quand même une distinction, parce que quand on parle de Sénat et qu'on parle d'Assemblée nationale, il est bon que les populations également comprennent un peu la nuance qu'il y a. Quand on parle, par exemple, de l'Assemblée nationale, on sait que c'est la Chambre basse et c'est la Chambre des représentants, c'est la Chambre du peuple. C'est une institution dont les membres sont élus par la population directement. Donc, élus directement, suffrage universel, direct. Alors, on sait que c'est les représentants du peuple et que leur rôle, c'est contrôler l'action gouvernementale, c'est de légiférer. Et surtout, ils ont quand même une plus forte ascendance quand il s'agit des projets qui concernent les lois de finances. Mais quand on parle du Sénat, attention, là, on l'appelle encore la Chambre haute. Et cette fois-ci, c'est la chambre un peu des élites. Quand on parle de Sénat, on pense forcément à une nomination ou à une élection, à un suffrage indirect. Donc, mais quand on regarde de près, quand on regarde de près, ou du moins sur les extraits sur lesquels nous sommes tombés en préparant cette émission, il n'y aura pas d'élection des membres du Sénat tel qu'introduit par les députés en question. Voilà, exactement. Parce que, je le disais tantôt, soit c'est une élection indirecte ou c'est une nomination. Et dans le cas d'espèce, c'est une nomination, mais tenons-nous tranquilles. Le Sénat est généralement élu pour un mandat qui dépasse toujours le mandat de la Chambre basse, qui est la Chambre de l'Assemblée nationale. Alors, donc, d'une façon ou d'une autre, on s'en va mettre en place un organe qui peut-être aura un mandat de 7 ans, renouvelable combien de fois, on n'en sait rien, et on connaît déjà la composition. Les anciens chefs d'État. Alors là, on a raison de se poser des questions. Pourquoi attendre 10 ans pour créer un organe dans lequel celui qui s'en va pourrait siéger, et siéger pour longtemps encore? Mais quand on regarde de près, est-ce que, quelque part, les députés qui annoncent cette création de ce Sénat, quand ils justifient, par exemple, que l'absence d'un tel organe dans l'arsenal institutionnel de notre pays déséquilibre un peu les choses et que quand on regarde autour de nous dans les autres pays, ils en disposent, ces pays-là. Est-ce que vous semblez être convaincu de cet argument qui dit « nous n'en avons pas, les autres en ont », il est temps de corriger une telle situation? Alors, je pense que le système politique, ce n'est pas un luxe et il ne s'agit pas de copier pour copier. Il faut s'adapter à son modèle de démocratie. Et là, ma foi, vous êtes d'accord avec moi que ce débat n'a jamais eu lieu? Est-ce à dire que c'est maintenant que nos chers députés du Bloc républicain et de l'UPR ont eu la magnifique idée de ce manquement qu'il y aurait dans leur système politique? Parce que quand vous ressentez une insuffisance dans un système politique, le débat se fait en amont déjà. Donc il ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est aujourd'hui que ils ont peut-être fait le débat entre eux, mais est-ce que le débat devrait se faire entre eux uniquement ou bien avec une large concertation de tout le peuple? Je vous assure qu'un débat pareil, quand on parle du Sénat, c'est pas n'importe quoi. On entre dans un système bicaméral. Alors, d'une façon ou d'une autre, on change un peu le système. Donc, c'est une révision forte de la Constitution. Et pour un projet du genre, il faut en discuter. Il y aurait dû y avoir des débats en amont. On aurait commencé à sentir qu'il y a un projet du genre qui se prépare. Et puis, d'une façon ou d'une autre, il y aurait eu des contributions de personnes, je dirais quand même, de référence dans le pays, qui auraient peut-être également donné leur avis sur la question, essayer d'orienter un peu le débat, parce que c'est quand même un débat qui change un peu le système politique. Et comme je l'ai dit tantôt, on entre dans un système bicaméral. Est-ce qu'il faut entrer dans un système bicaméral parce que tel pays est dans ce système ou pas tel autre dans ce système-là? Et puis, l'autre chose, vous l'avez évoqué, la rationalisation des dépenses de l'État. Quand on sait que ceux qui vont
entrer dans cet organe-là, ce sont des anciens chefs d'État, anciens présidents du Parlement, anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Vous savez déjà un peu lorsqu'ils sont en fonction, on parle même d'anciens chefs d'état-major. D'état-major, puisqu'il y a un volet sécurité également qui est quand même assigné dans le mandat de cet organe-là. On parle également de la stabilité du territoire, la stabilité sécuritaire. Oui, bien, Anselme Pascal Agaoundé, quand on évoque la présence d'anciens chefs d'état-major dans une institution telle que le Sénat, est-ce que quelque part on n'est pas en train de sortir l'armée des casernes dans lesquelles on a voulu les contingenter depuis la conférence nationale? Ah ben bien sûr, l'on peut penser que, à juste titre d'ailleurs, que l'on est en train d'une façon ou d'une autre sortir l'armée un peu et de mêler l'armée à la politique. Alors demain, que l'on ne s'étonne pas alors de voir que l'armée s'intéresse de plus en plus à la politique parce qu'à partir du moment où vous mettez des anciens chefs d'état-major, ils peuvent commencer à nourrir des ambitions. Il ne faut pas de go dire directement que c'est ce qui arrivera, mais il ne manque pas de pertinence quand même d'envisager que avec cette formule-là, avec cette désignation, l'armée puisse s'intéresser de plus en plus à la chose politique, avec tous les revers que cela constitue, puisque nous savons un peu ce que cela a pu créer dans notre pays. Et c'est d'ailleurs pour cela que de plus en plus, l'on confine un peu l'armée dans les casernes. Eh bien, de toutes les façons, on verra si l'initiative va porter ou pas. Les députés LD, dans le camp LD, justement, il y a une cascade de démissions. On a 6 députés sur 28 qui ont quitté le parti. À votre avis, Anselme Pascal Agaoundé, est-ce que le parti Les Démocrates est en train de connaître ce qu'on pourrait appeler une implosion? Oui, une implosion. Une implosion dont les causes sont quand même profondes. Nous avons pu voir le président de ce parti-là s'exprimer. Nous avons vu des membres du parti s'exprimer. Et tout ce qu'ils ont pu dire, je pense, ne manque pas de fondement. Parce que d'une façon ou d'une autre, dans tout parti politique, dans tout groupe d'ailleurs, il y a toujours des frictions. Il y a toujours des dysfonctionnements. Le plus important est de toujours faire régner quand même ce que je peux appeler un minimum de consensus autour duquel l'on peut s'accorder. Et puis, personne ne pourra nier le fait que, même au niveau de la majorité présidentielle, il y a encore des frictions. C'est peut-être des frictions larvées qu'on ne voit pas forcément, mais il y en a toujours. Et c'est là où je regrette un peu encore que la réforme du système partisan n'ait pas fondamentalement changé les hommes. Parce que si cela avait été le cas, la discipline de groupe aurait été quand même primordial. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, chacun a sa responsabilité dans la friction qu'il y a actuellement et dans l'émiettement de ce parti-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un parti qui a donné un peu d'espoir au peuple. Lorsqu'il y a débat au Parlement... En 2023, déjà, on voyait les députés LD comme un groupe qui pourrait équilibrer le débat politique au niveau de l'Assemblée nationale. Ah ben oui, et vous voyez, malgré peut-être le nombre, 28 députés sur 81, malgré ce petit nombre-là, mais les populations étaient quand même intéressées de voir un jeu politique un peu plus équilibré, surtout que pendant un premier mandat, ils ont senti que le débat était unique, à sens unique. Il fallait maintenant restaurer un peu l'équilibre au Parlement, l'équilibre retrouvé, et malheureusement, on se retrouve encore à perdre des plumes au niveau de ce parti qui n'en a que trop peu déjà. Pascal Anselme Agaoundé, est-ce que de 28, ils sont passés maintenant à 22 la minorité de blocage a volé en éclats. Est-ce un boulevard désormais pour toute révision de constitution? Pratiquement, parce que, vous savez, la révision de la Constitution, par exemple, c'est la loi qui demande, qui est plus exigeante. Et là, il faut 3 cas, simplement, pour pouvoir passer ce projet-là et pouvoir étudier le projet. Et les 3 cas, ma foi, on l'a déjà. Pratiquement, avec les 6 qui ont démissionné, on peut passer à la deuxième étape, le vote. Et pour le vote, il faut les 4/5e. Et pour les 4/5e, on n'aura besoin que de 88 députés. Ils sont 81. S'ils sont démissionnés, si on arrive à les avoir, ça fait 87. Il faudra juste peut-être débaucher un seul. Et la révision de la Constitution est actée. Donc, d'une façon ou d'une autre, le blocage que cela pourrait constituer, que le LD aurait pu constituer, ce blocage est assez fragile aujourd'hui. Et ma foi, on entend dire qu'il y a peut-être des démissions encore qui sont en train de se susurrer là. Alors, c'est possible que d'ici quelques jours, on se rende compte que la coquille LD sera simplement observatrice à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous, on sera en position d'observateur, vous et moi. Ah, bien sûr, on continuera à faire notre travail. Ah oui, on continuera à faire notre travail. Et je voudrais, pour boucler cet entretien avec vous, mon cher Pascal Anselme Agaoundé,
aller vers l'ONU où le secrétaire général Antonio Guterres parle de nous, parle de vous, parle de moi. Et il dit que quand les journalistes se taisent, quand on fait taire les journalistes, c'est la voix de tout un chacun de nous qui s'en va. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations? Fondamentalement, il a raison. Et je pense qu'à sa suite, plusieurs organismes internationaux ont pu sortir des déclarations du genre. Et je me rappelle quand même que Amnesty International le fait souvent parce que les journalistes, d'une façon ou d'une autre, c'est la voix du peuple. Et lorsque tout meurt, lorsqu'on semble encloisonné, lorsqu'on semble un peu, je dirais, privé de liberté d'expression, les journalistes restent le seul recours. Et quand les journalistes eux-mêmes se mettent dans la position de ceux qui sont apeurés ou lorsqu'ils sont dominés, lorsque d'une façon ou d'une autre, ces journalistes n'arrivent pas à exprimer leur opinion, c'est le peuple qui en pâtit. Parce que les journalistes, un journaliste, c'est la voix de tous. Allez, nous, on sera la voix de tous les Béninois qui observent donc ce qui se passe dans leur pays et autour d'eux. Et sur ce plateau, Anselme, revenez-nous quand vous voulez ici, c'est votre plaisir, maison. avec plaisir. Merci d'avoir été là.